Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 95e Sitrep en compagnie d'Aïssa Armidani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël, bonjour chers amis, internautes, et je voudrais, bon, je voudrais vous dire, c'est bientôt Noël, alors je voulais vous souhaiter déjà un bon Noël. Merci. Alors on va parler de la Syrie, on va parler du Liban, on va parler de la Palestine et puis de toute la région. On va commencer par la Palestine et en particulier par le Golan, il y a plusieurs prononciations. Quelque chose dont tu m'as parlé en préparant cette interview, il y a une lutte contre les installations d'éoliennes. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, il y a eu le pouvoir d'occupation israélien veut usurper les terres encore des paysans du Golan. Il débarque en voulant mettre des éoliennes sur les terres agricoles, en fait, des Syriens du Golan. Et bon, bien sûr, là-dessus, grande lutte et grande opposition de la part de tous les paysans. Il y a eu une grande grève générale, il y a eu une marche, une confrontation avec l'armée israélienne qui a coûté la vie à un Syrien et 8 ont été blessés et il y a eu aussi des arrestations. Mais la grève a continué et toujours d'abord hissant le drapeau syrien et toujours scandant non à l'occupant. Le Golan a été et sera syrien, restera syrien. Donc, bien sûr, les drapeaux syriens ont été hissés partout dans ces manifestations. La violence de l'armée israélienne a été très forte. Les arrestations les personnes arrêtées, donc suite les personnes arrêtées dans cette manifestation ont été libérées 2 jours après. Pardon. Et suite à la continuité et à la continuité de la lutte des habitants et des paysans du Golan. Et donc, pour l'instant, les Israéliens sont retournés bredouilles. Je voudrais saluer donc cette lutte des Syriens du Golan. Qui ont aussi scellé leur lutte aussi et lié leur lutte avec la lutte des Palestiniens, parce que dès le lendemain, une grande délégation du Golan est partie vers Jérusalem pour montrer l'unité de la lutte du peuple palestinien, du peuple syrien aussi, contre l'occupant israélien. Et ça a été vraiment dans dans l'unité de la lutte. Ils ont été accueillis très chaleureusement. Il faut savoir aussi qu'il y a une très grande escalade de la part une très grande escalade des violations israéliennes, aussi des terres palestiniennes, des récoltes. Des destructions de maisons, etc. Il y a une augmentation du rythme, des arrestations, et tout ceci n'a été possible, ou plutôt a été encouragé par les dernières alliances qui ont été menées par les Émirats arabes unis, Bahreïn et voire même la visite de Netanyahou en Arabie saoudite. Donc on voit que un bon nombre de pays arabes se sont rangés plutôt dans le camp israélien contre le peuple palestinien, tout en affirmant d'ailleurs que c'est pour la Palestine et c'est pour la paix. Et chose qu'on ne peut absolument pas tolérer. Et c'est comprendre qu'il ne peut pas y avoir de paix
dans l'injustice et il ne peut pas y avoir de paix avec une violence et l'usurpation des droits des Palestiniens et des Syriens. Donc tout ceci, Trump a attisé ces violations, je dirais, et il est clair que pour la population, tout ceci, toutes les positions de Trump sont et seront lettres mortes, hein, que la réalité, c'est que la terre leur appartient et le droit leur revient. À ce titre-là, je voudrais quand même rappeler les 2 réunions de l'ONU qui ont parlé de ces questions et qui ont affirmé aussi que le Golan est syrien et qui a sommé Israël aussi à se retirer du Golan et non seulement le Golan est syrien et a sommé aussi Israël à respecter les droits du peuple syrien ou en fait à appliquer la charte concernant l'occupant dans le respect du droit du peuple qui l'occupe et surtout dans le respect de ses propriétés et de la ressource, hein, des ressources de ces territoires, faisant allusion au fait que les Israéliens ont commencé à faire des forages aussi. Ils usurpent les eaux déjà du Golan, mais aussi ils ont commencé par des forages de recherche pour le pétrole, mais aussi le fait que les éoliennes créent aussi beaucoup de pollution et détruisent les terres agricoles. Donc, en fait, ça, c'est un point qui est important. Il faut savoir que ça a été voté à la majorité à l'ONU, en fait, dans les réunions qui ont eu lieu récemment, et que c'est très important quand même de le souligner. Il y a des pays européens qui se sont abstenus, hélas, mais bon, il y a quand même une grande majorité. D'accord. Alors c'était l'anniversaire aussi de l'annexion du Golan, Oui, 1981, hein, exactement. bientôt 40 ans. Exactement. C'est en fait l'anniversaire du décret d'annexion qui a été fait aussi par les Israéliens en 81. Là aussi, donc, il y a eu une lutte importante face à cet anniversaire. Soutri al-Maqd, qui est un grand militant syrien qui aussi continue à affirmer que, pas seulement lui, je veux dire, lui et tout le monde, on continue à affirmer leur appartenance à la Syrie et que de toute façon, en plus, il salue les victoires de la Syrie et l'armée syrienne et le président Bachar al-Assad. Je voudrais rappeler un peu plus que d'ailleurs, nous faisons une réunion au Centre culturel syrien de Abu Rumane avec Soutri al-Maqd et avec l'avocate Rasha al-Halah et moi-même. Donc mardi 22, donc dans 2 jours, à 5h30 du soir à l'horaire de Damas. Voilà. Donc nous vous invitons à y aller aussi, à y venir pour ceux qui peuvent à Damas. Voilà. Très bien. Alors on va passer justement à la Syrie avec l'anniversaire de la libération d'Alep qui a été fêté notamment à la télé. Il y a eu plusieurs émissions qui ont montré un petit peu la restauration de la ville, les différents quartiers, notamment. Exactement. Alors, 2 choses en fait. Effectivement, c'est l'anniversaire de la libération d'Alep, hein, puisque Alep a été libérée en 2 fois. Il y a une partie en 2017 qui a été complètement la plus importante en fait, qui a été libérée, et la deuxième libération, je dirais, l'année dernière en 2019. Hein, tous les villages et gouvernorats du gouvernorat d'Alep en fait à l'ouest, hein, qui ont été libérés, mais aussi une partie du gouvernorat d'Idlib qui a été libéré. Donc Alep, la place, en fait, tout le monde travaille
à la reconstruction vraiment avec plein d'énergie et plein de force, hein. Donc le peuple syrien, et ça c'est à l'ombre des sanctions, à l'ombre d'un embargo et qui est terrible, hein, et puis d'un blocus terrible qui est imposé par les États-Unis, un blocus qui est imposé sur les matériaux de construction, surtout en fait, y compris les produits médicaux et les appareillages médicaux, mais malgré tout, les Syriens s'activent et ont reconstruit d'ores et déjà une grande partie de la ville. Le souk d'Alep a été restauré entièrement. La place Saad al-Jabri, qui est la place mythique de la ville, a été aussi remise en état. Les rues et ont été remises en état. Là, il y avait à la place Saad al-Jabri aussi un hôtel ancien qui est très mythique aussi d'Alep, qui est en cours de reconstruction. En fait, donc Alep montre au monde un visage à nouveau qui est brillant, je peux dire. Et à cette occasion aussi les fêtes de Noël qui arrivent, il y a aussi une construction d'arbres de Noël dans différentes villes du gouvernorat d'Alep et du gouvernorat de Homs, qui ont été donc où des messes ont été célébrées et à l'occasion de Noël. Et puis je voudrais dire, en fait en Syrie c'est tout le mois de décembre en fait, hein, parce que les messes sont célébrées non seulement le soir du 24, mais pratiquement tous les dimanches et tous les soirs de ce mois qui est considéré comme un mois, comment dire, un mois de prière et de fêtes, etc. Donc là, c'est le cas dans pas mal de villes de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même aussi que la Syrie, c'est aussi le premier berceau du christianisme. Donc, c'est contrairement à ce que les gens pensent, c'est aussi la Syrie qui est le berceau du christianisme et qu'il y a pas mal de villages qui continuent à parler la langue du Christ, qui est l'araméen. Donc, les gens ne le savent pas, peut-être, ou ne veulent pas le savoir. Voilà. Je voulais aussi appeler aussi le fait que, à cette occasion aussi de reconstruction, il y a eu un lancement à nouveau d'une radiodiffusion ou d'une station de diffusion radio et télévision à Homs, à Al-Husn, qui a été remise en état, à Alep aussi, et qui a été remise en état, et à Latakia. Et que les aéroports aussi d'Alep, de Latakia et de Homs vont bientôt retourner à l'exploitation, donc vont être à nouveau actifs, ouverts. Voilà. Super. Et alors tu me parlais également de la visite du nouveau ministre des Affaires étrangères en Iran, donc c'est son premier voyage diplomatique depuis sa prise en fonction. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement. Alors, Faisal El-Maqdad, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères après le défunt Walid Al-Muallim, qui était en poste jusqu'à présent. Donc, pour sa première visite, il est allé en Iran. Et donc ça, c'est une visite qui est très symbolique. D'abord, juste après l'assassinat du grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh, qui a été assassiné. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a dans la foulée aussi plusieurs grands scientifiques syriens qui ont été aussi assassinés.
Aussi, donc, il présentait ses condoléances pour l'assassinat, pour le décès de ce grand scientifique, mais aussi, en même temps, il portait un message euh, enfin, il se présentait aussi avec un nouveau, comme un nouveau ministre des Affaires étrangères avec qui, donc, Avec sa qui propre va feuille de route, quoi. reprendre, oui, qui va reprendre effectivement tous les dossiers qui étaient tenus par Walid Muallim, rahimahullah, et puis aussi transmettant un message particulier de salutation et puis de condoléances du président Bachar al-Assad à Rouhani, au président Rouhani et à Al-Khamenei. En fait, à l'occasion de cette visite, à nouveau, bien sûr, il a rencontré Jawad Zarif, son homologue iranien. Donc, il y a eu, donc, l'Iran a affirmé à la Syrie son soutien total jusqu'à la libération totale de la Syrie. Son soutien stratégique sur tous les plans. En fait, c'est un soutien et une amitié stratégique et une coopération entre les deux pays, stratégique sur le plan économique, social, militaire, et puis intelligence, je dirais, et scientifique. Donc, il est bon à savoir aussi que le professeur scientifique, le grand chercheur Mohsen Fakhrizadeh a été un acteur important aussi dans la formation, ou peut-être je dirais dans la coopération scientifique avec la Syrie. Le professeur Aziz Esber en Syrie, qui était aussi responsable de la fabrication des missiles, a porté, comment dire, à longue portée d'une part et avec une grande précision d'autre part. Il a été assassiné l'an dernier en Syrie, à Mossia. Et puis bien avant aussi, plusieurs grands chercheurs et créateurs, je dirais scientifiques syriens ont été assassinés depuis 2011 jusqu'à maintenant. On voit qu'ils étaient une cible particulière de l'État fantoche d'Israël pour faire en fait manquer, pour faire défaut à l'industrie, je dirais, ou aux défenses syriennes et iraniennes. Mais en réalité, les deux affirment de toute façon que ces grands scientifiques, ils ont des disciples et ils continueront leur coopération sur ce plan. Et en même temps, pas seulement la Syrie et l'Iran, mais aussi sur l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Alors, on va partir du côté de Hasake maintenant, où le sabotage continue. On suit ça depuis plusieurs mois ensemble maintenant. Il y a eu l'eau qui est régulièrement visée. Et là, c'est deux poteaux qui se sont effondrés suite à un sabotage. Un troisième qui est endommagé, ce qui a engendré des pannes d'électricité massives. Est-ce que tu peux en parler? Alors, effectivement, les Turcs qui s'attaquent effectivement systématiquement aux infrastructures du pays et puis qui font en sorte aussi à faire fuir la population, et ils font en sorte aussi que les conditions de vie soient impossibles dans la ville de Hasake. Il faut dire qu'il s'agit d'1 million de personnes quand même qui subissent tout ça. Et donc régulièrement, ils coupent l'eau ils coupent l'électricité de la base de distribution d'eau d'Alouk, ce qui fait que la population vit sans rien, sans eau, sans électricité par ce temps où le froid commence à être très fort. Mais en fait, de toute façon, ce sont des agissements qui sont
vraiment des crimes contre l'humanité, priver la population de l'eau, priver la population de l'électricité et des conditions de vie et des moyens de vie, en même temps qu'ils attaquent les maisons et les biens de toutes les personnes pour les faire fuir, hein, et pour faire venir à leur place en fait des terroristes qu'ils mettent là pour faire un changement démographique. Tout ceci est passible de crimes contre l'humanité et de génocide. Mais malheureusement, malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs plaintes déposées par le ministère des Affaires étrangères syrien, par le président de l'Assemblée nationale syrienne aussi, à l'ONU est restée sourde d'oreille, continue à opposer la sourde oreille à tout ce qui se passe en Syrie et surtout sur ce plan de crimes contre la population, crimes massifs en fait contre la population. C'est dire à quel point cette structure, cette institution, l'ONU, est devenue une institution qui est complètement inféodée aux pays qui agressent les autres, et notamment aux États-Unis et Israël. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas eu un seul ni blâme ni sanction adressée à cet État fantoche d'Israël dans tous les crimes qu'il fait contre les Palestiniens, qui sont vraiment des crimes odieux, et aux États-Unis et cette coalition des pays qui sont dirigés par les États-Unis qui sévissent en Syrie depuis 10 ans maintenant, et qui s'attaque à la population, à son bien, à ses capacités de vie, et les Nations Unies restent muets malgré les révélations en fait par des revues comme Grey, comme Daily Telegraph, sur l'implication de l'Angleterre, par exemple, dans la formation et l'armement des groupes rebelles, dits rebelles. Exactement, dans le recrutement, l'armement, et puis la direction aussi de ce qu'ils appellent rebelles, qui sont rien d'autre que des mercenaires terroristes qui tuent et qui coupent les têtes et qui détruisent les pays. Oui, l'implication de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, c'est un secret de polichinelle, hein, ça fait longtemps qu'on le sait, que c'est documenté, absolument, y compris par des insiders, c'est-à-dire des anciens des services secrets français, etc. Absolument. Et c'est bien de rappeler que c'est complètement contraire, ces agissements sont complètement contraires à la charte de l'ONU, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas content des agissements de Bachar Assad ou de je ne sais quel chef d'État que on est habilité à fomenter des coups fourrés, financer, armer, entraîner des groupes rebelles. C'est complètement hors la loi, c'est complètement interdit. Absolument. Absolument. On va parler de la réunion qui a eu lieu le 5 décembre. Et la réunion de la deuxième qui a eu lieu depuis moins de 6 mois, je crois, des grandes tribus syriennes, puisque c'est vrai que la Syrie est aussi organisée de manière tribale. Oui, certaines parties, les tribus continuent à exister, mais ils sont complètement en fait, dans l'organisation civile de l'État, je dirais. Alors, ces tribus se sont réunies pour affirmer leur loyauté à l'État syrien, leur rejet total de toutes les interventions turques, hein, et de leur violation de territoire et puis des propriétés de ces tribus, mais aussi qui aussi ont dénoncé et décidé aussi ont dénoncé les troupes milices de Assad qui sont soutenues par les États-Unis, leurs agissements et leurs crimes, mais ils ont aussi lancé et réaffirmé encore une fois leur volonté de continuer la lutte populaire
contre ces occupants et pour en fait la libération de tout le territoire syrien, de tous ces occupants qui sont les États-Unis, la Turquie, Qassad qui est leur valet, ainsi que tous les pays de la coalition dirigée par les États-Unis, qui sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres, Alors, c'est autres relatif. valets. Même si dans l'ensemble les grandes tribus syriennes ont toujours soutenu l'État syrien, on peut préciser quand même que l'unanimité elle est relativement récente dans le sens où, bien sûr, hein, ceux qui essaient d'armer certaines forces dites kurdes ou autres, essayaient de jouer certaines dissensions qui pouvaient y avoir de ci de là entre certaines tribus ou même à l'intérieur de certaines tribus. Et ça a pu jouer un temps, ça a pu fonctionner un petit peu un temps, mais on dirait que c'est fini. Que maintenant il y a vraiment une unité qui est clairement affichée de la part des grandes tribus syriennes et qu'il y a un attachement à la souveraineté de l'État qui est vraiment plus qu'affiché, quoi. Tout à fait. Qui se consolide, je dirais, de plus en plus, parce qu'avant, ils pensaient qu'ils pouvaient avoir des bénéfices à tirer par les Saoudiens, surtout. Ils étaient très influencés par les Saoudiens qui avançaient masqués, en fait, parce que les Saoudiens soutenaient réellement les mercenaires. Bon, maintenant, ils continuent, mais les choses sont plus claires pour ces tribus. Donc là, ils lancent effectivement la lutte populaire. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais quand même informer qu'il y a nombreuses voitures piégées qui ont sauté dans des villes où il y a l'occupant turc. Il y a aussi beaucoup de certains miliciens de Qassad qui ont été attaqués aussi à coups de feu par des inconnus, qu'il y a effectivement des tirs importants aussi contre la ville de Tel Issa, aussi qui est occupée par les Turcs. Donc c'est important de voir que tout ça en fait se concrétise, je dirais. En même temps, d'ailleurs, les Américains réactivent Daesh dans la Badia, en fait. À l'est de Homs. Oui, c'est en fait la Badia, c'est toute la partie qui est à l'est de Homs qui va jusqu'aux frontières irakiennes, et aussi ça a été réactivé dans le désert irakien aussi, qui est donc à l'est de la Syrie. Et là, d'où effectivement les forces de Hashd al-Sha'bi et les forces syriennes ont relancé la lutte contre Daesh au plus fort. Et donc, alors que Daesh était pratiquement exterminé, fini, etc. Et là, on voit qu'il y a eu à nouveau des gens qui ont été rapatriés par les Américains, qui sont venus, en fait, qui ont été amenés par les Américains et qui ont été équipés, etc. Et parce qu'il y a une circulation des véhicules américains entre l'Irak et la Syrie par un passage qui s'appelle Al-Walid, qui est un passage complètement illégitime, mais en fait les Américains y vont et viennent. Et donc voilà. On peut dire que Daesh on peut dire que Daesh c'est un grand corps malade, mais maintenu en vie sous perfusion israélienne et américaine alors. Ah oui, absolument, mais c'est leur création. Et anglaise, c'est la justement. Création. Alors, et anglaise, j'allais y venir puisque Absolument. tu m'as indiqué en préparant cette interview que le Daily Telegraph avait récidivé et avait à nouveau évoqué le rôle de l'Angleterre dans la guerre en Syrie. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce dossier qui est Exactement. Alors, c'est un dossier qui a été encore à nouveau écrit dans le Daily Telegraph, et qui montre clairement l'implication de l'Angleterre dans le recrutement, dans la formation et puis l'entraînement, la direction des terroristes en Syrie, et puis même leur accueil actuellement. Et je voudrais aussi dire que l'accueil aussi qui a été fait en France à tous les terroristes, là aussi l'accueil et le soutien
à tous ces terroristes qui ont été lancés contre la Syrie, contre l'État syrien, pour faire chuter l'État syrien et pour prendre le pouvoir. Donc de manière non seulement complètement illégale, mais de manière de violent, en fait, clairement, pas seulement toutes les lois internationales, violant les droits des peuples, violant la charte de l'ONU, etc. Et tous ces pays, en fait, qui prétendent enseigner la démocratie, n'est-ce pas, parce que tel ou tel État ne leur plaît pas, qui prétendent enseigner la démocratie et qui, eux, pratiquent l'ingérence, la violence et puis les tueries les plus odieuses contre les populations. Alors on n'aura pas le temps d'évoquer, hein, parce que d'un côté la France accueille, tous ces pays comme la France accueillent des terroristes, mais de l'autre côté la France par exemple, on vient de dissoudre le CCIF et puis Baraka City. Bon, on ne connaît pas forcément toutes les implications de l'histoire, mais ça peut paraître quand même un peu étrange, deux poids deux mesures. Délégation syrienne à Moscou, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a une grande délégation syrienne. Alors, je voudrais rappeler quand même là-dessus, il y a au mois d'août dernier, septembre, il y a eu en fait, août ou septembre, il y a quelques mois, je peux dire, une grande délégation russe est venue en Syrie qui est arrivé en Syrie pour discuter donc des possibilités de coopération, d'une part, de la reconstruction de la Syrie, et c'était donc une très grande réunion intéressante et importante où ont été conclus pas mal de traités. Suite aussi au congrès du 10 et 11 novembre, ce qui était le congrès de retour des réfugiés, il y avait une présence importante aussi d'une délégation russe où il a été affirmé le fait que le retour des réfugiés doit être facilité par tous les pays et doit être facilité par la reconstruction du pays pour que les gens puissent y retourner. Donc là, c'est une réunion, donc aussi première réunion de Faisal Mokdad du ministère des Affaires étrangères syrien après le décès de Walid Mouallem à Moscou. Ils ont rencontré donc pas mal les responsables, à la fois les responsables, bien sûr, Lavrov et Bogdanov et les responsables économiques russes, je dirais, où ont été réaffirmés aussi effectivement, pas seulement au niveau des principes, mais ont été étudiés dans le détail des plans d'action de reconstruction, de coopération, de lutte, sur tous les plans de lutte aussi pour l'ouverture ou pour briser le blocus en fait et briser le blocus économique sur la Syrie. Donc la collaboration pour la reconstruction et pour un travail en commun. Dr Boussaïna Charban, qui a été interviewé hier sur la télé Al-Mayadeen, a réaffirmé aussi la grande coopération stratégique, je dirais, entre la Russie et la Syrie, et qui a aussi, en fait, lorsqu'elle a été interrogée sur le fait qu'est-ce qu'elle attend des États-Unis, elle a dit: nous attendons, la première chose, nous attendons le retrait des Américains et en fait le respect de la souveraineté de la Syrie, puisqu'ils n'arrêtent pas de parler de la décision 2254 de l'ONU. Effectivement, cette décision, dans son premier article et dans sa première partie, elle évoque et elle insiste sur l'unité de la Syrie, sur la souveraineté, le respect de la souveraineté et l'unité de la population syrienne. Donc, jusqu'à présent, elle a dit, les États-Unis ne respectent pas tout ça. Nous attendons qu'ils quittent la Syrie
Et alors que James Jeffrey, en fait qui a affirmé que la Syrie devrait la Syrie devrait couper ses relations, interrompre ses relations avec l'Iran, interrompre ses relations avec la résistance palestinienne. Elle ne devrait pas s'occuper de la résistance palestinienne, etc. Et surtout pas de la résistance libanaise. Donc, à ce titre-là, nous pourrons effectivement lever le blocus. Et la réponse de Mme Chaban a dit de toute façon, ces déclarations ne valent pas leur pesant de papier ou d'encre. Donc, personne ne prendra en otage la libre décision de l'État syrien et qui tient à sa souveraineté et à son libre arbitre. Et c'est le peuple syrien et le peuple syrien seul qui décidera de ses relations et de qui le dirige et comment. Voilà. Alors on va partir au niveau des États-Unis, puisqu'il y a l'équipe de Biden qui a commencé à être médiatisée. Je voulais te faire réagir si tu es d'accord. J'ai un animal de compagnie qui fait des siennes. Alors, l'article de France Inter. Donc c'est Jean-Marc Four, un article qui date du 15 décembre et qui est intitulé Le profil de l'équipe Biden pose question, le grand retour du blob. Alors je vais pas lire en entier, mais quelques petits extraits par-ci par-là. Alors au premier coup d'œil, cette nouvelle équipe est séduisante. La parité, autant d'hommes que de femmes, la diversité ethnique, des noirs, des latinos, et de l'expérience, de la compétence. On se dit que tout ça va nous changer. Mais à y regarder de plus près, il y a des faits troublants. Le plus marquant, c'est que bon nombre de ces futurs ministres travaillaient ces dernières années pour un même cabinet de conseil, West Exec, ou pour un même think tank, le Center for Strategic and International Studies. Deux institutions très liées à l'univers de la défense. West Exec, en particulier, qui se prévaut d'être installé juste à côté de la Maison Blanche, a conseillé plusieurs entreprises spécialisées de fabrication de drones ou d'intelligence artificielle. Encore plus saisissant, le cas de Lloyd Austin, pressenti pour diriger le Pentagone, ancien général à la retraite, ce serait le premier Afro-Américain à diriger l'armée. Sauf qu'il siège au conseil d'administration de Raytheon, l'un des plus gros industriels américains de l'armement, pourvoyeur d'armes notamment de l'Arabie Saoudite dans sa guerre au Yémen. Voilà, donc si tu veux faire quelques commentaires par rapport à... En fait, pour moi c'est cet état, je dirais en fait, ou ce gouvernement du Parti démocrate n'a rien à envier à son prédécesseur, je dirais, du Parti démocrate qui était Obama. Qui a allumé pas mal de guerres sous des façades et sous des airs plutôt amicaux vis-à-vis des pays. Il a fait pratiquement, il a accentué la présence américaine en Afghanistan. Il a fait des guerres contre l'Irak, la Syrie. C'est lui qui a été le plus véhément, en fait, agresseur, je dirais, de la Syrie et contre donc son indépendance et l'indépendance de sa... En fait, le fait qu'elle tienne à sa souveraineté. Il a été pareil par rapport à l'Iran, en fait, puisque c'est sous l'apparence de cet accord qui a été fait, mais en fait, l'objectif, c'était aussi de retirer à l'Iran ses capacités. Mais en plus, alors, il a été aussi un grand soutien à l'État d'Israël, qui est un État usurpateur, fantoche, etc. Donc, pour moi, il a également... ça n'est pas surprenant.
Oui, pardon. Oui, Obama, il a également Vas-y. décuplé le nombre de drones contrôlés par la CIA et le nombre d'assassinats autorisés, parce que normalement ça doit être signé quand même autorisé par le président quand il y a un assassinat, et donc il a Mm, décuplé le nombre d'assassinats qui ont été organisés par les États-Unis, notamment donc par la mm, CIA via ces drones. Ça se tout à comptait par fait. centaines sur quelques années à l'ère Bush, et ça s'est compté Sur les... par milliers sous l'ère Obama. C'était du jamais vu. Et certains disent également Ouais. que derrière l'équipe de Biden plane l'ombre Mm. d'Obama, c'est-à-dire Bien qu'il est sûr. assez partie prenante dans la composition de ce cabinet, Ah, tout à de ce fait, parce que gouvernement. Obama a téléphoné lui-même personnellement pour faire voter Biden, en fait, hein, c'est clair. Et bah, il a fait pratiquement sa campagne. Alors, ça, c'est aussi. Faut dire que l'autre, Bon, Biden, était un petit peu aussi présent qu'un bon, fantôme, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de oui. présence ni de charisme, le Biden, quoi. Oui, oui. Alors, dernier point que je voudrais aussi commenter, c'est la présence du lobby de l'armement, en fait, et de cette industrie de l'armement, qui effectivement fournit l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour prendre l'argent de l'Arabie Saoudite. Et puis, l'Arabie Saoudite, je rappelle quand même qu'elle mène la guerre contre le Yémen pour le compte des Américains et des Israéliens dans la région, et qu'elle a dépensé des millions, des Et, milliards, en et que cette fait. guerre est fait au Et mépris de l'Arabie la charte de l'ONU, Saoudite, hein, faut le rappeler quand même. oui, oui, tout à fait. Et que l'Arabie Saoudite a aussi payé toutes les dépenses, en fait, ou beaucoup de dépenses, qui est même du dire même du responsable du Qatar, là, qui disait ils ont dépensé 147 milliards pour faire chuter Assad, et en fait Assad est resté, et eux ils ont commencé à avoir la dissension entre eux, et donc ça c'est vraiment très grave et très flagrant, je dirais. L'Arabie Saoudite travaille pour le compte des États-Unis et pour le compte d'Israël. Aujourd'hui, toutes ces reconnaissances d'Israël et ces traités qui sont conclus entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc aussi récemment, etc., et l'Arabie Saoudite, tout ça, ça a été facilité par l'Arabie Saoudite, et tout ça, c'est payé par l'Arabie Saoudite, tout ça pour piller. Non seulement il y a pillage du pétrole arabe, mais aussi un pillage de pétrodollars arabes, en fait, je dirais. Mhm. Donc l'argent de ces pays, de manière à ce qu'ils ne servent qu'à détruire la région et détruire les autres États de la région. Alors malheureusement, on va pas avoir le temps de passer en détail tout ce qu'on Mhm. voulait voir en cette cette fin de site Ouais. rep, parce qu'il nous reste plus que Mhm. 5 minutes. Donc je vais quand même Pas mentionner grave. deux trois points brièvement, et puis je vais t'en demander d'en commenter deux en particulier à la fin, parce que je sais qu'ils t'intéressent particulièrement. Donc il y a des redéploiements en ce moment de la Turquie. Donc la Turquie fait un peu style, elle s'en Mhm. va de la Syrie, mais en fait non, elle part de certains points pour se redéployer sur d'autres. Donc Voilà, c'est de l'enfumage. effectivement, donc du côté de Hasaki, oui, Voilà, il y a eu tout à fait. un blackout sur le discours de l'ambassadeur syrien récemment, dont tu m'as parlé. L'ONU, Voilà. oui. Mm. Oui, Euh, Poutine a déclaré récemment pourquoi vous nous prenez pour des cons. Donc si vous cherchez ça sur Google, vous allez bien vous amuser, un article de Sputnik News, mais c'est vraiment ce qu'il a dit mm. apparemment. C'était Mm. à propos des questions de journalistes à propos des traités antimissiles et compagnie. C'est-à-dire que c'est vrai que Mm. les États-Unis constamment se sont retirés de ces traités-là. C'est quelque chose d'assez Mm. belliqueux. Et donc le journaliste posait la question comme si c'était la Russie qui s'était retirée de tous ces traités. Donc on comprend que Poutine lui répondit de la sorte. Y a donc là, ce que je voudrais que tu commentes en Mm. revanche, c'est l'anniversaire de l'assassinat du général Soleimani. Et justement, Mm. ce que tu viens d'évoquer, la normalisation Mm. des relations entre Israël et le Maroc. Donc si tu peux Oui, commencer par le... alors cet anniversaire de l'assassinat de Qasem Soleimani, il y a eu en fait des hommages qui ont été rendus pratiquement dans tous les pays de l'axe de la résistance, mais bien sûr en Iran et en Irak plus particulièrement, puisque l'assassinat a eu lieu en Irak, et puis avec le général irakien aussi, Abu Mahdi el-Mohandes, qui était un des dirigeants de Hashd al-Sha'bi, qui a libéré l'Irak de Daesh et puis du terrorisme. Donc
cet hommage qui est rendu au général Soleimani réaffirme la nécessité de continuer leur combat, le combat des deux grands militants, Qasem Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandes. Ça veut dire aussi mettre l'ensemble des forces américaines et alliées aux Américains dehors de l'ensemble de la région, non pas seulement en dehors de l'Irak, mais en dehors de l'ensemble de la région de l'Asie de l'Ouest. Et donc, ça, c'est aussi une affirmation très importante et qui affirme aussi le renforcement de l'axe de la résistance, le renforcement de tout ce que Qasem Soleimani a tissé comme lien pour la création la création de cet axe de la résistance et pour sa force et pour sa formation, la formation de l'ensemble aussi des résistants aux formes de combats, aussi bien des combats de milices, si on peut dire, des combats et que les combats réguliers d'armée. Donc ça a été un point très très important où ont assisté l'ensemble des membres à la fois de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des partis politiques en Irak. Donc affirmant la nécessité que les Américains doivent quitter. Donc ça c'est très important. Et nous aussi en Syrie, donc nous affirmons à nouveau la nécessité aussi que les Américains doivent quitter, les Américains, les Turcs, les Français, les Anglais, etc., qui sont présents à l'est de la Syrie et Al-Tanf, la base Al-Tanf, doivent quitter la Syrie et doivent quitter la Syrie. Nous affirmons aussi, nous en tant que Syriens, nous affirmons la nécessité de libérer la totalité des territoires du Golan, du Golan, de l'ouest d'Alep, en fait, Idlib et Hasakeh et l'ensemble de l'est syrien. Toutes les terres syriennes doivent être libérées et doivent retourner à l'État syrien, sous contrôle de l'État syrien. Ouais. Très bien. Eh bien, Issar Milani, merci beaucoup pour ton témoignage et tes analyses. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Oui, effectivement. Alors, joyeux Noël. Et l'année prochaine, ce sera effectivement la première semaine de l'année prochaine. En espérant que 2021 soit peut-être plus apaisé que 2020, même si on peut avoir des doutes. En tout cas, nous vous souhaitons à tous beaucoup de santé dans cette ère de Covid galopant, mais surtout beaucoup de santé, beaucoup de bonne respiration et beaucoup d'espoir dans la vie et beaucoup d'amour. Effectivement, je crois que c'est l'amour qui permet à l'immunité et à la vie d'être là et d'être plus rayonnante. Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt. À bientôt, Issar. Je souhaite à mon tour à tous les internautes beaucoup de vérité, de justice, de paix et d'amour. À bientôt.